Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter les grands gagnants et les grands perdants des publications trimestrielles. On va faire un tour secteur par secteur basé sur les dernières publications du CAC 40. Car plus de 80% des entreprises ont déjà publié leurs chiffres et le verdict est sans appel. Certains secteurs sauvent la mise, mais d'autres se font sanctionner. Mais également restez bien jusqu'à la fin car je vais analyser une action américaine qui est en plein redressement et qui pourrait présenter une belle opportunité. Donc il y en aura pour tous les goûts, aussi bien PEA que compte titre. D'abord, le constat global, c'est que la saison des publications a livré ses premiers enseignements. Certaines entreprises ont largement dépassé les attentes après la période estivale, mais d'autres ont déçu. Et le marché a été très sélectif. On note que le luxe a démarré de manière spectaculaire, LVMH a tiré son épingle du jeu, mais d'autres secteurs moins soignés par le marché ont payé le prix fort. On va maintenant y aller secteur par secteur. Commençons par le secteur bancaire car elles ont toutes publié et elles ont fait l'objet de prises de bénéfices. Et pour info, le secteur bancaire c'est un secteur que je connais bien car je travaille en banque de détail. Les publications trimestrielles ont montré des bénéfices souvent soutenus, mais le marché a sanctionné. Par exemple, la Société Générale a montré des signes de progrès, mais l'ensemble du secteur a déçu les investisseurs à cause notamment de taxation, d'incertitudes sur les rachats d'actions et l'évocation de pression fiscale. Tout ça a pesé lourdement. Et BNP Paribas a souffert récemment car elle est en plein litige avec le Soudan. Elle a été condamnée à verser 20,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais bon, BNP ça reste ma bancaire préférée avec le Crédit Agricole. D'ailleurs, j'ai eu une bonne perf sur ces deux dossiers. Concernant BNP Paribas, je renforce pas ma position actuellement car pour moi c'est une action qui est dans un secteur très cyclique qui est amené à subir de la volatilité. Alors j'attends que la baisse s'intensifie un petit peu sur BNP pour renforcer ma position. Et c'est toujours agréable d'avoir dans son PEA quelques actions qui versent un bon petit dividende. Même si ce n'est pas de l'argent gratuit, je rappelle que le dividende est détaché du cours de l'action directement. Mais c'est toujours appréciable d'avoir un petit peu de dividende quand c'est avec de belles valeurs comme BNP ou Total Energy qui ont quand même un cours de bourse qui est plutôt bon sur le long terme. Pour en finir avec les bancaires, les résultats trimestriels sont parfois conformes, mais il y a clairement un sentiment de marché fragile. Mais elles ont tellement explosé ces derniers temps qu'à mon sens il faut rester prudent tant que la visibilité sur les taux et la fiscalité reste floue. Mais je reste toujours très positif sur ces dossiers. Côté assurance, les performances sont contrastées. C'est un peu comme pour les bancaires donc je vais pas m'attarder dessus. AXA a une dynamique correcte dans l'ensemble, mais l'attention des marchés reste vive. Les assureurs semblent moins au centre des préoccupations que les banques, mais ce n'est pas non plus la catégorie où l'on vient se réfugier sans y réfléchir. Dans l'industrie, certaines valeurs ont étonné, notamment Saint-Gobain qui a un petit peu inquiété avec un repli des ventes aux États-Unis qui a surpris les marchés, même si globalement les chiffres publiés se sont révélés proches des attentes. Michelin a été pénalisé par des charges exceptionnelles. Les industriels restent sensibles à l'orientation de la demande et aux coûts, donc vigilance sur ces dossiers. Je voulais faire un petit point sur Schneider Electric qui est un cas à part. L'entreprise pourtant solide a déçu en affichant des indications de marge ou de chiffre d'affaires inférieurs aux attentes. C'est un signal important. Même des piliers de la décarbonisation ne sont pas à l'abri des ajustements. Pour les investisseurs PEA, c'est un titre à suivre de près. Pour ma part, j'ai un PRU à 217 €. J'ai des convictions fortes sur ce dossier. Je vous en ai d'ailleurs parlé à plusieurs reprises et je vous rappelle qu'elle fait partie des 5 méga tendances de long terme. Côté aéronautique et défense, les marchés ont redécouvert la sensibilité du secteur au cycle et aux conditions juridiques et réglementaires. Airbus profite du dynamisme et de la demande aéronautique dans certains segments, mais des incertitudes persistent, donc prudence sur les valorisations et attention aux annonces futures. Dans le secteur de l'automobile, j'ai encore jamais parlé de Stellantis, j'ai une position où je suis en forte baisse. J'étais rentré sur le titre à 15 €, on est monté quelques temps après à 27 €, puis le titre s'est littéralement effondré. Bien sûr, malheureusement, j'ai rien vendu et j'ai conservé ma position. Ça fait partie du jeu, heureusement j'ai certaines positions qui compensent largement certaines de mes positions dans le rouge. Je pense notamment à SoFi Technology, où là c'est ma meilleure performance avec plus de 340%, Heidelberg Material avec plus de 60%, et on peut aussi faire de belles performances en France, même si le marché est moins dynamique, par exemple Safran plus 56% en quelques mois. Pour revenir à Stellantis, pour l'instant le groupe reste dans la lumière après des annonces fortes sur l'orientation commerciale. Mais l'annonce de charges exceptionnelles d'autres acteurs a plombé l'ambiance du segment. Le titre se reprend un peu, le marché récompense la stratégie claire et pénalise l'incertitude. Donc à mes risques, je conserve ma position. J'attends de voir ce qui va se passer, mais j'ai actuellement pas vraiment d'opinion sur cette action PEA. Allez, un secteur qui fait plaisir en ce moment, c'est le luxe. LVMH en tête avec Kering qui ont bien monté, mais ça s'est calmé un petit peu cette semaine. Du côté des technologies françaises et européennes, la déception majeure concerne Dassault Systèmes, qui peine à retrouver ses rythmes de croissance d'avant et qui a été sanctionné. Capgemini et d'autres groupes technologiques ont attiré l'attention,
mais sans toujours convaincre. En résumé, si vous cherchez des actions dans la tech solide, attention à la qualité et la capacité à monétiser l'investissement dans l'IA et dans le cloud. Et en ce qui est des semi-conducteurs, pour rester microelectronics, la reprise se dessine, mais parfois au détriment de la rentabilité à court terme. Les marchés cherchent encore un signal clair de réaccélération pérenne. TSMC et d'autres piliers de la chaîne de valeur IA restent à surveiller. J'aimerais beaucoup rentrer sur ASML, mais j'ai loupé la baisse récente du titre. J'ai voulu être trop gourmand et le titre a directement remonté. Parmi les grands gagnants de cette dernière semaine, comment ne pas citer EssilorLuxottica. L'action a surpris par un trimestre historique, notamment grâce à son partenariat avec Meta. Donc bravo aux actionnaires d'Essilor. Pour ma part, je ne suis pas actionnaire sur cette belle action PEA. Avant de vous présenter l'action américaine qui est en plein redressement, si vous aimez mon contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient énormément. Aujourd'hui, l'action américaine que je vais vous partager, c'est Gap. C'est une marque que tout le monde connaît, mais que plus personne n'attendait. C'est l'icône des années 90, et il est en perte de vitesse depuis des années. La marque américaine tente un retour spectaculaire. Et tout ça, grâce à un homme, Richard Dixon. C'est l'ex-Mattel qui a fait renaître la poupée Barbie. Alors est-ce que Gap est en train de redevenir cool, rentable et surtout investissable? On va rentrer dans les détails. Pour commencer, Gap, c'est une enseigne historique de prêt-à-porter américain fondée à San Francisco à la fin des années 60. Le groupe ne se résume pas à la marque Gap. Il détient aussi Old Navy, Banana Republic et Athleta, ce qui en fait un véritable empire du textile. Old Navy représente à lui seul 56% de l'activité, mais ces dernières années, Gap s'était un peu perdu, image vieillissante, guerre des prix avec Shine, H&M, Zara. Bref, la marque est coincée dans le ventre mou de la mode. Mais tout change à l'été 2023 avec l'arrivée de Richard Dixon. Son CV est impressionnant, il vient de Mattel où il a offert une seconde jeunesse à Barbie, la fameuse poupée qu'il a déringardisée. Et l'ironie du sort, c'est que sa nomination à la tête de Gap coïncide avec la sortie du film Barbie. Donc là il y a eu résultat immédiat. Le jour de l'annonce, le titre Gap a bondi de plus 7%, soit plus de 261 millions de dollars de capitalisation. Et la performance ne s'est pas arrêtée là. En 2023, l'action a progressé de plus de 85% depuis sa nomination. Mais pour relancer Gap, il ne va pas falloir juste un changement de manager, faut aussi repenser complètement le design et le positionnement. Le groupe a recruté Zac Posen, styliste new-yorkais, connu pour ses robes de tapis rouge, nommé directeur artistique de Gap et de la création Old Navy. L'objectif, c'est une montée en gamme et se rapprocher du luxe plutôt que de rester en concurrence frontale avec Shine ou H&M. En avril, Gap a d'ailleurs lancé sa nouvelle ligne, Gap Studio, plus haut de gamme et plus coûteuse. Et côté sport, la marque Athleta a subi aussi un nouveau positionnement. Gap a recruté Mary Gotcher, une ancienne de Nike, pour ramener Athleta à ses fondamentaux, le sport pur. Dixon a aussi pris des mesures fortes sur la stratégie du groupe. D'abord un recentrage sur les États-Unis qui représente déjà plus de 88% des ventes. Et aussi un développement dans les accessoires, notamment les sacs à main, et dans la beauté, un marché à très forte marge. Et surtout un marketing complètement relancé, avec notamment beaucoup de pubs sur TikTok. Côté chiffres, la transformation commence à se voir. Sur l'exercice 2024, clos fin janvier, Gap affiche des ventes en hausse de plus 1% à 15,1 milliards de dollars, soit 3 fois plus qu'Abercrombie et Fitch, et quasiment autant qu'American Eagle. Mais le plus impressionnant, c'est le rebond des profits. Le bénéfice net a bondi de plus 68% et la société a connu 6 trimestres consécutifs de croissance depuis le printemps 2024. La marge opérationnelle a doublé pour atteindre 7,8% contre 3,9% avant l'ère Dixon. C'est un vrai redressement industriel et culturel. La rentabilité, le ratio de valeur d'entreprise sur EBITDA est de 4,7 fois, soit bien en dessous de Levi's qui est à 9,4 fois. Autrement dit, Gap est encore décoté malgré un redressement spectaculaire. Pas mal pour une marque qu'on disait enterrée il y a à peine 2 ans. Pour conclure, Gap redevient intéressant, mais ce n'est pas un dossier pour tout le monde. C'est une valeur de retournement, il faut accepter la volatilité et croire au plan de transformation, mais les signaux sont là. Un management crédible, un repositionnement clair, un retour à la croissance et une valorisation encore raisonnable. Pour moi, si vous avez un profil tolérant au risque, Gap mérite d'être surveillé de près. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire sur quelles actions vous êtes positionné en ce moment et lesquelles vous intéressent le plus. Si vous avez apprécié mon contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient énormément. Merci à tous et bon investissement.